Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième nuit de WrestleMania et surtout la dernière vidéo concernant la semaine de WrestleMania. Du coup juste pour dire comme ça, aujourd'hui vous allez avoir deux vidéos. Donc vous en avez une normalement qui est sortie soit à midi soit à 18h. Parce que la première fois que j'ai programmé plein de vidéos et tout, je les avais programmées à 18h. La deuxième fois que je l'ai fait, je les ai programmées à midi. Ouais, j'avais envie de changer d'horaire, hein. De toute façon, ça change rien pour les gens qui regardent, hein. De toute façon, voilà, tant que ça tombe à une vidéo par jour à peu près pour l'instant. Mais du coup, oui, vous aurez une vidéo une vidéo K-pop et une vidéo au catch, parce que du coup, j'ai un peu mal calculé mon truc. J'aurais dû décaler d'une journée les vidéos K-pop ou ce qui fait, mais bon, au final, ça fait deux vidéos au lieu d'une aujourd'hui. Ça fait une vidéo pour ceux qui aiment la K-pop, une vidéo pour ceux qui aiment le catch, et puis bon, voilà, c'est pas super grave non plus, hein. Je pense au contraire, voilà, ça change pas grand chose. Alors cette deuxième nuit, moi je l'ai pas mal aimé. J'ai trouvé mieux que la première nuit, clairement. La première nuit, il y a eu beaucoup de choses que j'ai critiquées, où j'étais pas super fan. Cette deuxième nuit, il y a eu très peu de choses de mauvaises. Voilà, j'ai vraiment surkiffé. Bon, par contre, je l'ai regardé en replay parce que commencer à 2h du matin pour finir à 5h30, 6h, je me suis dit non, c'est pas possible. J'ai encore un devoir à rendre. Enfin, bon, là, techniquement, là, au moment où je tourne, j'ai déjà rendu il y a quelques heures, mais il me restait encore un devoir pour mes partiels à faire. Donc, je me suis dit, je vais pas me coucher à 6h avec un partiel encore à faire sur les bras. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet avec le premier match qui concerne Randy Orton contre The Fiend. Voilà. Randy Orton qui rentre avec un slip blanc. Alors j'ai pas trop compris pourquoi il rentrait en blanc, d'habitude il y a toujours un slip noir avec une écriture en or, si je dis pas de bêtises. Là il avait un slip blanc, j'ai pas trop compris pourquoi. Enfin est-ce qu'il y avait une symbolique ou un truc comme ça, comme Shawn Michaels qui est arrivé une fois habillé tout en blanc à WrestleMania. Je sais pas si c'est parce que c'est WrestleMania ou... Ouais, en tout cas il avait un slip blanc au lieu de son slip classique. Alors ensuite Alexa Bliss qui rentre. Et quand elle rentre avec un mouvement de caméra, boum, on voit qu'il y a une énorme boîte à musique. Et là c'était super classe parce que il y avait la musique du film. Et puis en même temps qu'elle tournait la mallette, en gros ça faisait un effet ascenseur, t'avais un truc qui montait, puis du coup t'avais le film, mais vraiment tout petit à petit, qui montait, et l'entrée du film a été géniale. En plus il a un nouveau masque, il a changé son masque brûlé pour un masque tout blanc, avec vraiment toujours la cicatrice comme ça, et puis là, au niveau des yeux ça rentre la moitié cicatrice dans la bouche, enfin il est vachement stylé comme masque. Notez que tout le long du match, on avait une lumière rouge pour bien montrer que c'est un match contre le film. Voilà. Après, Alexa Bliss, j'ai pas trop kiffé sa tenue. Elle avait une tenue assez spéciale. Je préfère quand elle était d'habitude avec son sorte de t-shirt rose, sa petite salopette en jean et tout là. Je trouvais ça plus cool que la tenue qu'elle avait là, mais après elle va avoir un deuxième outfit qui était beaucoup mieux. On en parlera à la fin. Le match il commence directement. Le fini il attend même pas que la sonne des cloches, hein, il saute directement de la boîte sur Randy Orton. Dès le début du match, il arrive à placer un Mandible Claw. Donc les Mandible Claws c'était un peu comme ce que faisait Mick Foley. Alors c'est pas vraiment Mick Foley, mais une des versions de Mick Foley où il mettait une chaussette et qu'il enfonçait dans la bouche de son adversaire. Donc voilà, le Mandible Claw c'est à peu près ça. Le DDT de Randy Orton dans les cordes, il a fait 3 fois, pas directement à la suite, mais 3 fois avec un intervalle assez court. Et du coup, son DDT, en gros, quand l'autre est à l'extérieur, il lui met un coup de pied dans le ventre, ce qui fait qu'il se retrouve entre les cordes. Il le tire jusqu'à ce qu'il y ait juste les pieds sur les cordes, et après, il se laisse tomber avec la tête dans le sol, quoi. Le RKO de Randy Orton, contré par le Mandible Claw, mais qui n'a pas suffi. Et ensuite, un peu plus tard, Randy Orton qui est prêt à recevoir le Sister Abigail
Et d'un coup, dans tous les coins du poteau, enfin tous les coins du poteau, n'importe quoi, dans tous les coins du ring, t'as des flammes qui sortent des poteaux, et du coup le ring, oh j'ai du mal là, le The Fiend, du coup il lâche Randy Orton et tout, il regarde Alexa Bliss, quand les flammes redescendent, et on voit Alexa Bliss dans une tenue toute noire, et tu vois du sang qui part, enfin pas du sang, mais vous savez, au dernier pay-per-view, quand il y a vu le match Randy Alexa Bliss, il crachait de la matière noire. On a toute cette matière là qui sort à moitié du front d'Alexa Bliss, qui lui coule partout sur le visage. Enfin, juste pour dire aussi, au niveau de sa première tenue, je mets pas la tenue, mais le maquillage qu'elle avait au niveau des yeux avec les lentilles et tout, c'était magnifique. Et puis là, pareil, là, t'as toute la matière noire là qui coule sur son visage et tout. Je sais pas trop quoi ils l'ont fait, mais apparemment ça avait l'air d'être quelque chose de dangereux pour le film parce qu'il a commencé à avancer vers elle et tout, à oublier un peu Randy Orton. Et du coup, Randy Orton en profite, il met le RKO, il remporte le match, Randy il part, et là on a un face-à-face entre The Fiend qui se relève et, euh, et Alexa Bliss. Vraiment, les deux se fixent dans les yeux, et puis quand tu vois Alexa Bliss, t'as encore à moitié de la matière qui coule sur son visage, c'est super. Et au final, à un moment, le Thunderdome devient tout noir, plus de lumière, et quand ça se rallume, du coup les deux ont disparu. Et du coup, j'ai été très surpris. Je pense que tous les catcheurs, tous les youtubeurs qui parlent de catch vont être surpris aussi parce que je regardais les pronostics qu'ils faisaient et quasiment tout le monde en fait disait, s'attendait à un match cinématique entre Randy Orton et The Fiend. Et au final, on a eu un match classique, on va dire. Comme il y avait du public, forcément, ils n'ont pas pu forcément vraiment faire un match cinématique. Mais vraiment, le match était vraiment sympa. Il n'y a pas eu forcément utilisé de triche visuelle et tout, puisque The Fiend, ils l'ont travaillé, même si c'était déjà un peu le cas avant qu'ils inventent les matchs cinématiques, mais ils l'ont travaillé comme l'Undertaker, il faisait Kane, c'est-à-dire que c'est le mec qui peut prendre plein de coups et tout, puis d'un coup, hop, se relever et tout, comme il recevait pas de dégâts et tout. Et vraiment, voilà, moi, ce match, je l'ai beaucoup aimé. Voilà, parce que justement, on n'a pas eu un match cinématique, on a eu un match classique, même si c'est entre un démon et un humain, on a quand même eu un match classique. The Fiend, en plus, il perd pas de manière pourrie, quoi, il a l'attention qui est détournée par Alexa Bliss, et du coup, voilà, il perd comme ça. Ensuite, le deuxième match, on a Natalya et Tamina contre Shayna Baszler et Nia Jax pour les titres par équipe. Alors j'ai noté que Natalya commence contre Shayna Baszler, ensuite Nia Jax monte sur le ring, enfin quand c'est à son tour, passe sur le ring. Nia va absolument se battre contre Tamina. Donc ce que je disais, j'étais quasiment sûr qu'ils ont fait gagner cette équipe-là pour la rivalité entre Tamina et Nia Jax, plus que pour vraiment avoir une vraie équipe comme challenger. Natalya et Tamina font un surpassement sur Nia Jax, qui était plutôt impressionnant vu la carrière de Nia Jax. Un surpassement, en gros, c'est quand quelqu'un te fonce dessus, tu en gros te baisses et quand tu l'attrapes, tu la fais passer au-dessus de toi. Là, du coup, ça passait entre les deux, mais du coup, les deux l'ont fait surpasser au-dessus. Ensuite, enchaînement de coups de pied plus le genou. Oui, alors ça, c'est le truc de Shayna Baszler. Il y a un truc où elle met plein de coups de pied, et puis après, un coup de genou dans la tronche. Et là, on l'a senti qu'il avait bien claqué dans la tête de Natalya. J'étais bien content vu que je déteste Natalya. Mais bon, faut quand même faire attention parce que même si je la déteste, je souhaite pas non plus qu'elle soit blessée et tout. Parce que bon, Asuka, on se souviendra qu'elle fait avec une commotion cérébrale en se prenant ce coup de genou dans la tronche. Comme quoi, ceux qui disent que le catch est fake, demandez à Asuka le résultat juste de ce coup de genou qu'elle avait pris dans la tronche. Nia Jax qui soulève Natalya avec un bras pour que Shayna Baszler lui envoie un kick, c'est super impressionnant parce que pas Nia Jax mais Natalya, c'est quand même une personne qui a quand même une sacrée carrure. Tamina aussi, t'as que Shayna Baszler qui est assez sec à côté des trois autres quoi. Ensuite une powerbomb de Nia Jax, donc je sais pas sur qui.
Alors j'ai mis un moment un gros botch, donc un gros raté dans le changement de tag entre Natalya et Tamina. Et le cadage le montre pas, mais on sait oui que Shayna Baszler attend l'entrée de Tamina. Parce que vraiment cette scène, elle est ratée comme il n'y a pas. Tu dis quand même Tamina, déjà je l'aime pas parce que c'est une mauvaise catcheuse. Mais même le truc le plus simple au monde, juste taper dans la main de ton équipière pour qu'elle rentre sur le ring, elle a été capable de rater ça. Alors, vous m'entendez, hein, elle a été capable de rater le changement de tag. Tout ce qu'elle va faire, c'est taper dans la main de son équipière. Vraiment. Et en plus, au moment où elle avance vers Tamina, on voit Shayna Baszler, je sais pas ce qu'il y a, on dirait qu'elle galère à rentrer sur le ring, ce qui devrait pas être le cas. Ensuite, elle arrive à rentrer sur le ring. Natalya, elle rate le fait de taper dans la main de Tamina. Ensuite, elle arrive comme elle le fait, Natalya rentre sur le ring. Et puis là, d'un coup, on voit Shayna Baszler foncer sur Tamina, alors que ça fait au moins 10 secondes qu'elle est déjà rentrée dans le ring et qu'elle aurait pu largement empêcher Natalya de taper dans la main de Tamina, vu qu'elle a fait son botch. Mais voilà, cette scène, elle était pourrie parce que voilà, c'était le raté de Natalya a totalement pourri la scène. Sûrement, elle aurait dû taper pendant que Shayna Baszler fonçait vers elle, comme ça, Tamina rentrait et dégommait Shayna Baszler. C'est ce qui aurait dû se passer. Et au final, là, il y a eu un énorme bug et vraiment, vraiment, ça pouvait venir que de Tamina, hein, de Natalya. Ensuite, j'ai mis Samoan Drop de Tamina. Donc, le Samoan Drop, je vous ai déjà dit c'était quoi. Quand même, Nia Jax qui saute de la 3e corde sur Tamina et Natalya. Alors là, pareil, c'était mal filmé. Mal filmé. Au lieu de filmer Nia Jax qui monte sur la 3e corde, 2e ou 3e corde, pour ensuite sauter dans le vide, non, eux, ils ont filmé Tamina et Natalya qui étaient comme ça en train d'attendre en mode allez vas-y saute-moi dessus, vas-y j'attends que tu me sautes dessus. Non mais franchement c'est quoi cette façon de filmer, c'est nul. On les voit qu'elles attendent pour se faire taper dessus quoi. C'est franchement il y a des moments les cadages dans les matchs ils sont vraiment nuls hein. Je sais pas qui ils ont comme caméraman mais vraiment c'est nul à chier comme cadrage. Ensuite, Tamina qui arrive à soulever Nia Jax pour une prise. Alors, elle la soulève pas de très haut, mais vraiment, quand même, c'est super. Comme je disais, quand on voit la cœur de Nia Jax, il faut la soulever. Ce que réussit Tamina. Sauf qu'ensuite, Tamina fait un splash qui est évité. Natalya, alors elle, de toute façon, elle va faire perdre son équipe. Hein. Natalya a fait le Charge Trooper à Nia Jax. Sauf qu'elle n'a pas capté que Nia Jax avait fait le change avec Shayna Baszler. Ce qui fait qu'elle a fait le truc en disant ouais je vais gagner en faisant abandonner Nia Jax. Sauf que bah tu peux faire une Nia Jax, de toute façon c'est pas elle qui est le catcheur in ring. Mais du coup Shayna Baszler elle en profite, elle fait le Kimura Clock. Mais KO Natalya, enfin je vois pas pourquoi ils ont voulu garder Natalya forte. Hein, de toute façon, on la reverra plus pendant un moment, à mon avis, ou alors ça va faire chier tout le monde. Et voilà. Et puis voilà, Shayna Baszler et Nia Jax conservent leur titre, donc c'est plutôt pas mal. Parce que ça si encore Nia Jax et Shayna Baszler avaient perdu les titres contre Liv Morgan et Ruby Riott, qu'ils avaient trouvé un scénario ou un petit truc pour que Liv Morgan et Ruby Riott gagnent les ceintures par équipe, ça m'aurait pas dérangé parce que le Riot Squad c'est une vraie équipe. Que là, Tamina et Natalya, c'est vraiment deux filles qu'ils ont pris comme ça. Ils ont fait allez hop, toi t'as déjà une rivalité qu'on a un peu teasé au Royal Rumble avec Nia Jax. En plus, vous êtes d'anciennes équipières, donc on va vous affronter. Puis vous faites bon, bah il nous faut quelqu'un quand même pour créer l'équipe. Donc allez hop, Natalya, fait partie de la famille Hart, donc ça fait très vendeur à WrestleMania. Donc hop, tu vas être en équipe avec Tamina. Vraiment, c'est l'effet que ça donne. Hein. Et même là, j'ai regardé des reviews. Personne était pour, parmi les youtubeurs de catch, ils disent quasiment tous que le Riot Squad aurait dû aller affronter, dans la logique, c'est elle qui aurait dû aller affronter Shayna Baszler et Nia Jax. Et je suis totalement d'accord. Pour moi, c'est la seule vraie équipe. Tous les autres, c'est des gens qui avaient été pris comme ça pour créer des équipes, mais
qu'on pas forcément quelque chose à faire ensemble, quoi. Troisième match. Sami Zayn contre Kevin Owens avec Logan Paul dans le coin de Sami Zayn. J'ai mis superplex de Sami Zayn sur Kevin Owens au niveau du tablier, c'était très impressionnant. Ensuite un mélange de suplex et de tombstone de Sami Zayn sur Kevin Owens. J'avoue que des fois je suis étonné que quand Sami Zayn arrive à soulever Kevin Owens, parce que bon, Kevin Owens c'est quand même, moi je le vois comme un gros nounours, c'est pour ça que je le trouve pas crédible quand il se met en colère et tout, parce que moi je vois plus comme un nounours, un gentil nounours et tout. Puis même quand il met ses coups de poing où il est comme ça là, c'est tellement pas crédible, c'est tellement pas crédible. Kevin Owens, alors oui, quand il fait des sauts, des swanton bombs, des machins, oui c'est super impressionnant, mais alors à part ça, la crédibilité du gars elle est pas terrible, hein. Puis Sami Zayn il est tout sec. Moi le mec il est sûrement aussi mec que moi, mais bon, plus costaud parce que lui il est quand même musclé contrairement à moi, mais voilà, ça m'étonne toujours qu'un gars de son gabarit arrive à, à, à soulever, surtout qu'au bout d'un moment il s'épuise et tout. Moi, deux fois, je me dis voilà, comment ils font pour avoir autant d'endurance au niveau de la force et tout. Ensuite, splash de Kevin Owens. Sorte de neckbreaker de Kevin Owens sur Zayn. Et en plus, le neckbreaker, quand il le fait, ça retombe sur le genou, ça doit être affreux. J'ai mis 2 suplex où Zayn balance Kevin Owens dans le coin. Et ensuite, une belle suplex de Kevin Owens sur Sami Zayn depuis la deuxième corde. Stunner par Owens, enfin son finisher, pour la victoire. Donc Kevin Owens gagne ce petit combat. Ensuite on a Logan Paul qui félicite Kevin Owens, ce que Zayn prend pour une sorte de trahison, et qu'on se dit oui tu fais partie de la conspiration, machin. Logan Paul il repousse Sami Zayn qui tombe par terre, du coup qui se barre. Et Kevin Owens, Logan Paul, il prend le bras de Kevin Owens en mode ouais, félicitez-le, alors que tout le monde est en train de huer Logan Paul. Et au final, Kevin Owens fait un stunner à Logan Paul, et puis voilà. Bon, pour moi, déjà, la présence de Logan Paul, c'est un énorme problème. Pour moi, il a rien à foutre là. Alors peut-être qu'aux États-Unis, il est ultra populaire, mais alors, moi, je n'aime pas du tout ce type-là. Encore Bad Bunny, ça me dérangeait qu'il soit présent, mais en attendant, tu vois, c'est un rappeur et tout, donc ça passe. Après, je connais pas son histoire, mais voilà, moi, le fait que ce soit un rappeur, je sais que tous les ans, WrestleMania, il y a des stars qui apparaissent, donc voilà, je ne vois pas non plus ça trop dérangeant pour Bad Bunny. Mais dans le cas de Logan Paul, quand même, c'est un mec qui a quand même des sacrées polémiques sur le dos, même si ça commence un peu à diminuer et que ces problèmes commencent un peu à disparaître, mais c'est quand même toutes les restrictions au niveau de YouTube sont devenues ultra dures et tout. Une grosse partie sont à cause de Logan Paul, parce que c'est un des youtubeurs les plus regardés aux États-Unis, sûrement au monde. Voilà, et justement il avait fait une vidéo au Japon où il y a une fameuse forêt qui est réputée entre guillemets pour être hantée parce qu'il y a beaucoup de gens qui se suicident là-bas, enfin beaucoup de Japonais qui se suicident là-bas. Et justement, il avait fait une vidéo où il filmait un cadavre et tout. Voilà, et ensuite, apparemment, c'est des trucs que j'ai lus, mais après, il a fait d'autres défis assez cons où il demandait à ses abonnés de faire des trucs très cons et tout. Même YouTube, du coup, avait arrêté des contrats avec lui. Ils avaient arrêté de monétiser sa chaîne. Et je crois qu'elle peut être monétisée à nouveau depuis peu. Enfin, je trouve ça assez bizarre de mettre quelqu'un d'aussi polémique en avant avec WrestleMania. Puis même le public de toute façon est en train de le huer. Alors est-ce qu'il le hue parce qu'il est avec Sami Zayn qui est le heel, ou est-ce qu'il le hue parce qu'ils aiment pas Logan Paul? J'arrive pas trop à savoir, mais personnellement moi j'aime pas du tout sa présence parce que vraiment tout ce que les youtubeurs subissent comme restrictions à mort et tout, sont en partie à cause de lui. Je dis pas que c'est totalement à cause de lui, mais c'est en partie à cause de lui qu'il y a toutes ces restrictions à la con, et voilà. Mais bon, après, Kevin Owens qui gagnait, je m'en doutais un petit peu. Quatrième match, alors c'est un match qui m'a pas trop passionné,
mais bon, qui était quand même pas trop mal. C'est Sheamus contre Riddle pour le titre des États-Unis. J'ai mis qu'on a Sheamus qui domine pas mal au début, un belly to belly de Riddle sur Sheamus qui était sur la troisième corde. Alors, le belly to belly, c'est quand tu attrapes l'autre au niveau du bassin et en gros tu le soulèves, tu le retournes et tu le fais tomber au sol comme ça. C'est le finisher de Bayley. Pour ceux qui connaissent Bayley, voilà, son finisher c'est le Bayley to, enfin c'est le belly to Bayley. C'est juste qu'elle a revisité le nom en mettant Bayley to Bayley parce que c'est quasiment le même mot quoi. Son nom ressemble beaucoup au mot. Ensuite, une sorte de suplex de Riddle. Pourquoi j'ai mis une sorte de suplex? Ouais, c'est parce que ouais, il y a certaines. En fait, des fois, ils appellent ça des suplex, mais c'est pas vraiment des vrais suplex. Quand ils prennent le membre, là, qu'ils le gardent un peu en l'air, qu'après ils le font tomber soit en arrière. Bon là, Riddle le fait tomber à moitié entre ses jambes et tout. Je sais pas comment ça s'appelle. Des fois, on entend les suplex, des fois. Enfin, après, il y a tellement de formes de suplex et tout que c'est un peu le bordel. J'ai mis un beau Whisper in the Wind de Riddle en dehors du ring. Vraiment, il était sur le tablier, il saute sur la deuxième corde, il fait une sorte de Whisper in the Wind sur Sheamus. C'était magnifique. Le Whisper in the Wind, c'est impossible d'expliquer ce que c'est pour ceux qui connaissent pas le catch. Du coup, allez sur internet, marquez Jeff Hardy Whisper in the Wind parce que à la base c'est une prise signature de Jeff Hardy. Recherchez ça et vous verrez à peu près ce que nous a fait l'ami Riddle. Ensuite, Sheamus, oui, il nous a fait un petit botch aussi. Il faut croire que les botches sont dans les matchs qui va intéresser le moins. Parce qu'en fait, à un moment, il est sur la troisième corde avec Riddle dans les bras. Enfin, pas dans les bras, je crois qu'il est là dans le dos comme ça. Et sûrement pour faire une sorte de Samoan drop, hein, entre guillemets. Sauf que je sais pas ce qu'il y a, il a à moitié dérapé de la troisième corde, un truc comme ça. Au final, il s'est retrouvé par terre, enfin pas par terre parce qu'il a atterri debout, mais il passait la troisième corde au sol comme ça. Et puis tu l'as vu au moitié des temps, puis après il est parti, il a quand même fait sa prise, mais du coup, petit botch, quand même moins gênant que celui de Natalia, mais bon, on a senti quand même qu'il était pas trop serein le Sheamus. Ensuite, on a un moment Riddle qui veut faire un moonsault, ou qui se prend un kick de Sheamus pendant son moonsault. Et au final, Sheamus fait le tomber et devient le nouveau champion des États-Unis. Ce qui, d'un côté, c'est un peu dommage pour Riddle, qui est un jeune catcheur qui vient de NXT et tout. Mais en même temps, Sheamus, ça fait longtemps qu'il n'a pas eu de titre. Parce que je crois qu'il est arrivé à la WWE fin des années 2000. Quand moi je regardais, bon, j'étais déjà pas fan de lui, mais à l'époque il allait sur des titres internationaux, enfin pas des titres internationaux, sur des titres mondiaux. Enfin, il avait eu le titre de WWE ultra rapidement et tout. Ils avaient même joué là-dessus à un moment avec des promos en disant oui, tel catcheur a mis tant de temps pour avoir le titre alors que moi je l'ai eu en un mois et tout. Et aujourd'hui, champion des États-Unis. Bon, en même temps, c'est vrai que avec les catcheurs qu'on a, c'est vrai que Sheamus, c'est pas vraiment le gars qu'on veut voir champion du monde de la WWE ou Universal. Donc, un titre des États-Unis, c'est pas trop mal pour lui. Ensuite, le cinquième match, on a Big E contre Apollo Crews pour le titre intercontinental dans une stipulation. Personnellement, j'y comprends rien, la stipulation, parce que ça a l'air de se faire comme un match classique. Enfin, ça a l'air juste d'être une sorte d'extreme rules, quoi. Dehors, t'as juste des kendo sticks partout, t'as des tables, t'as des tambours. Je sais pas ce que ça fait là. Mais voilà. Dès que la cloche sonne, les deux foncent chercher un kendo stick, les deux se tapent dessus, et au final, au moment, il n'y a que Big E qui prend le dessus et qui tape Apollo Crews. Big E qui fait un spear à travers les cordes, donc c'est un truc qu'on avait déjà vu entre les deux au dernier pay-per-view, à Fastlane, où Apollo Crews était sur le tablier, et puis du coup, Big E fait un spear en passant à travers les cordes. Donc voilà, un peu dommage d'avoir une prise qu'on a déjà vue dans un match entre les deux et un pay-per-view quoi en plus. Sorte de coup de corde à linge.
Ah oui, oui, sur le moment ils sont tous sur le tablier et du coup Apollo Crews fonce sur Biggie. Biggie en fait le stoppe un peu comme un coup de la corde à linge, mais en même temps il accompagne bien le tombé sur les escaliers qui étaient amenés à côté. Ensuite, splash d'Apollo Crews sur une table parce qu'il avait posé Biggie dessus et en moment où il saute, Biggie s'écarte et du coup Apollo Crews s'éclate tout seul contre la table. Ensuite, Biggie le récupère, il fait son finisher. Sauf qu'il y a un gars, je ne sais pas du tout qui c'est, il s'est ramené, il a démonté Biggie, il a pris Apollo Crews, il a posé sur Biggie. L'arbitre a compté jusqu'à 3. Et du coup, Apollo Crews est le nouveau champion intercontinental. Bon, j'ai pas plus de choses à dire, personnellement, j'ai rien compris à ce match. Ensuite, le match 6, alors j'ai pas noté grand chose non plus. On a Rhea Ripley contre Asuka pour le titre de Raw. Alors j'ai pas noté grand chose, que je croyais que c'était un match plutôt classique pour un match tout court, hein. C'est pas forcément un match féminin, mais on va dire que c'est un match que les filles auraient pu faire à SmackDown ou à Raw. Ouais, c'était pas oufissime. Bon, les grands trucs que j'ai retenus, c'est Rhea Ripley qui retourne une prise de soumission en faisant une German suplex. Un dropkick de Asuka depuis la troisième corde. Un dropkick de Rhea Ripley qui expulse Asuka de la troisième corde. Et Rhea Ripley fait son finisher et remporte le titre. Ouais, pas grand chose. C'était pas franchement pour moi c'était pas un beau match. Enfin, pas un grand match parce que voilà. C'était un peu ennuyant quoi. Surtout que juste avant, elle avait un match où on ne comprenait pas forcément grand chose des règles. Ensuite, on a un match un peu mou et tout. Voilà, je suis content pour Rhea Ripley. L'année dernière, ou il y a 2 ans, où elle était venue à WrestleMania, elle avait perdu le titre de NXT contre Charlotte Flair. Là, elle remporte le titre de Raw contre Asuka. Moi, je trouve que c'est très bien. En plus, Bianca Belair à côté qui a gagné. Donc, faut croire que cette année, c'est le moment de mettre en avant les catcheuses de NXT, hein, parce que Bianca Belair et Rhea Ripley, 2 anciennes de NXT qui remportent les titres mondiaux féminins, quoi. Une de SmackDown, une de Raw, donc je trouve ça vraiment génial. Voilà, même si je vous cache pas que j'aurais quand même aimé que Shayna Baszler ait également un titre solo, mais bon, il n'y en a que 2. Et puis Shayna Baszler elle a le titre par équipe, donc ça fait quand même que les 3 seules filles plus récentes qui viennent de NXT, parce que bon, quasiment toutes les filles viennent de NXT, enfin toutes les grandes catcheuses, hein, Sasha, Bayley, Becky Lynch, je ne saurais pas qui c'est, parce que pour moi c'est les 3 plus grandes, parce que Charlotte Flair, je crois pas que. Si, Charlotte Flair était à NXT aussi. C'est Ronda Rousey qui s'est ramenée un peu comme ça, qui venait pas de NXT, mais voilà, les 4 plus grandes, hein, celles qu'on appelle les Big Four Housewomen, là, j'ai plus le terme précis, ces 4 là viennent de NXT. Et du coup, les 3, on va dire les 3 de la nouvelle génération, Shayna, Bianca Belair et Rhea Ripley, toutes les 3 ont un des titres mondiaux féminins. De toute façon, il n'y en a que 3. Hein. Donc, vraiment, les femmes, en termes de titres, elles sont pas aussi bien servies que les hommes. Mais bon, on va passer au main event. Roman Reigns contre Edge, contre Daniel Bryan, pour le titre universel, qui est clairement le meilleur match de la semaine WrestleMania. Vraiment, on a eu du suspense tout le long. À aucun moment on pouvait vraiment... parce que vraiment là, c'était bien filmé. À aucun moment on nous montrait un truc pour dire tac là il peut se passer ça et tout. Non, tout était bien gardé discrètement, comme s'il y avait des matchs où ils en avaient rien à foutre de gâcher un peu au niveau du cadrage, que là tout était bien filmé. Voilà, le vainqueur, je pense qu'il en aura surpris beaucoup, parce que d'un côté tous les fans, enfin une grosse partie des fans de catch voulaient Daniel Bryan parce qu'ils en peuvent plus de Roman Reigns en heel. Enfin, Roman Reigns il est génial en heel, mais forcément les gens ont envie de voir le face gagner. Surtout que ça reprenait un peu le match que Daniel Bryan avait eu contre Batista et Randy Orton à un autre WrestleMania.
et où il avait réussi à s'en sortir champion du monde face à deux îles. Là, je pense que beaucoup auraient aimé que l'histoire se répète. De l'autre côté, on a Edge que beaucoup comme moi voulaient voir gagner parce que ça aurait été la belle histoire. Il y a 10 ans, Edge qui quitte les rings à cause d'une blessure à la nuque, obligé de rendre son titre mondial qu'il n'a jamais perdu dans un match. Là, il revient, il a l'occasion d'en gagner un. Je ne vais pas dire ce qui se passe maintenant, je vous laisse le suspense pour ceux qui n'ont pas vu et qui ne connaissent pas. Et Roman Reigns, pareil, beaucoup, forcément, à part ceux qui le détestent parce qu'ils ne comprennent pas le but d'un heel. Mais Roman Reigns, c'est un des meilleurs heels qu'on a en ce moment. Vraiment, il est dominant, il est génial, même si des fois, je trouve qu'il y a des trucs qui sont un peu ratés au niveau de lui, mais dans la globalité, il est génial. Et en plus, c'est un heel fort et non craintif et fuyant comme Sami Zayn. Et du coup, c'est super plaisant. Et du coup, en fait, quoi qu'il arrive, moi j'aurais été content qu'il arrive du gagnant. Peut-être un peu moins pour Daniel Bryan, parce que c'est pas vraiment un catcheur de ma génération. Bon, Roman Reigns non plus, mais j'aime beaucoup les personnages heel, donc j'ai une petite préférence pour lui, contrairement à Daniel Bryan. Et après, Edge, lui, je le regardais déjà la première fois que je regardais catch il y a 10 ans, donc il y a un peu plus de 10 ans, donc voilà. Donc, on va quand même faire ce petit résumé du match. On est déjà à 30 minutes. J'ai mis Roman Reigns domine le début du match. On a Jey Uso qui intervient contre Bryan et Edge en leur mettant des kicks à l'extérieur du ring. Edge qui se venge en le balançant contre les escaliers, et ensuite il le chope et lui fait un DDT sur les escaliers. Du coup, Jey Uso est évacué du ring. Bryan qui fait un dropkick de la 3e corde sur Edge. On a Roman Reigns qui esquive un suicide dive de Bryan et enchaîne directement avec une suplex. Donc vraiment, alors que normalement il aurait dû se faire dégommer, vraiment il le chope et après hop là, dégage en suplex. C'était vraiment génial. Edge qui contre le Superman Punch avec un DDT, pareil là c'était parfait. Roman Reigns qui arrive avec son Superman Punch, donc il arrive normalement pour mettre un point comme ça, et quand il approche son bras, du coup t'as Edge qui le contre en passant son bras à travers, en le retournant, et boum, DDT. C'était super bien chorégraphié. Ensuite le spear de Edge qui a été contré, je ne sais plus comment. Ensuite Edge et Roman Reigns qui se font tous les deux un spear en même temps. Ah oui, non, c'est pas tout de suite. Oui, juste avant, t'as quand même Edge qui contre le spear de Roman Reigns en faisant un petit paquet, et ensuite ils se font tous les deux dedans en mode spear. Bon, c'était un peu ridicule, mais bon, c'était marrant. Bryan qui en profite pour faire un... Alors j'ai appelé ça un Hell Splash, je sais pas si c'est vraiment comme ça que ça s'appelle. Sur Edge puis sur Roman Reigns, parce qu'en fait par exemple la descente du coude sur la 3e corde avec le coude en premier, soit il descend du genou, tu sautes le genou en premier, soit tu fais un splash et du coup boum t'arrives avec le ventre sur le ventre de l'autre. Et moi j'ai appelé ça le head splash parce que du coup quand elle atterrissait c'était la tête qui tapait sur l'autre. Du coup où est-ce que j'en suis Ensuite, j'ai appelé les yes kicks sur Reigns et Edge. Donc c'est quand quand Bryan fait ses kicks et puis que t'as le public qui fait yes, yes, yes à chaque kick. Bryan qui réussit le running knee sur Edge et qui contre le Superman Punch. J'ai mis aussi Roman Reigns qui fait une powerbomb sur Daniel Bryan à travers la table des commentateurs. Edge qui revient directement avec un spear sur Roman Reigns. Un peu plus tard, Edge qui fait une sorte de yes lock à Daniel Bryan, et au moment, pas à Daniel Bryan, à Roman Reigns, et au moment où Roman Reigns est sur le point d'abandonner, t'as Daniel Bryan qui arrive, qui lui attrape le bras pour pas qu'il tape au sol et tout, et là les deux en même temps font le yes lock à Roman Reigns. C'est énorme. Après les deux ils se mettent à moitié des coups de tête. Alors au début c'était un peu ridicule parce que les deux essayaient de se toucher mais ils n'y arrivaient pas vraiment et tout. Et après ils ont commencé à un peu relâcher, il a foutu des gros coups de tête et tout. Au début c'était un peu ridicule, après c'était marrant. Ensuite qu'est-ce qu'on a
Edge qui esquive le running knee, dans le running knee avec un spear. Puis il esquive le Superman Punch en faisant un spear également. Et alors qu'il allait gagner, pas Edge, mais Bryan retire l'arbitre du ring, qui allait compter jusqu'à 3. Ensuite, un peu plus tard, Edge réussit à faire le concerto, donc c'est quand on met la chaise sous la tête d'un gars et qu'après on prend l'autre chaise et boum, qu'on tape dessus. Il réussit à le faire sur Daniel Bryan, sauf qu'au final, il y a Jey Uso qui intervient pour sauver Roman Reigns, sauf qu'au final, Jey Uso il se prend un gros spear et quelques coups de chaise dans la tronche. Sauf qu'au final, Reigns revient. Je pense que Reigns il doit foutre un spear à Edge. Parce qu'ensuite Reigns fait le concerto à Edge. Et ensuite il prend Edge, il le pose sur Daniel Bryan et il se met dessus. Du coup, décompte de 3. Roman Reigns reste champion universel. Alors il y avait beaucoup de théories, par exemple le Dr Wrestling qui avait une théorie comme quoi Daniel Bryan avait été ramené pour prendre le pin et tout. Et ben du coup la réponse est oui et non au final, double pin, hein, même Edge que tout le monde pensait qu'il allait être protégé, voilà, parce que c'est quand même une légende du catch et tout. C'est quand même le catcheur le plus titré de l'histoire de la WWE, si on parle de vrais titres, hein, qu'on compte pas le truc 24/7 que tu peux gagner 1000 fois dans la même journée, hein. Il suffit que tu chopes le gars, tu lui fais le tomber, il suffit que lui te rechoppe, il te fait le tomber, tac tac tac, tu joues comme ça pendant 3 heures dans la journée, déjà t'as gagné le titre 100 fois quoi. Mais on va dire qu'en vrai titre important, Edge est pour l'instant encore le recordman de titres. Et du coup, c'est vrai qu'une légende comme ça, dans un match, tu t'attends pas à ce qu'il puisse recevoir le pin, quoi. Et là, bon, Roman Reigns fait clairement le compte sur les deux. Et vraiment, le final, il était génial. Donc, j'ai noté une petite statistique, voilà, peut-être pas intéressante pour vous, mais moi, je l'ai trouvée assez intéressante. C'est qu'on a eu, à NXT, on a eu 2 changements de titre et une personne qui a conservé. La deuxième nuit, on a une personne qui a changé de titre et 2 qui ont conservé. Et je ne compte pas dans tous les trucs là le titre Cruiserweight, parce que c'est 2 champions qui venaient s'affronter pour que un reste champion. Vu que techniquement, le gars il conserve, mais en même temps il conserve pas, vu que c'est une sorte de nouveau titre qui gagne. Donc il conserve tout en gagnant un nouveau titre, vu que j'espère que le titre va changer de forme, vu que les deux étaient identiques. Enfin, ce titre là, je l'ai mis de côté parce que voilà. Pour moi, il est un peu problématique. La première nuit de WrestleMania, on a eu 2 changements et une conservation. Et la deuxième nuit, on a eu 3 changements et 2 conservations. Ce qui fait qu'au total, on a 6 champions. Alors, je dis 6 champions, je compte une équipe comme un champion, hein, pour éviter d'être trop chiant. Mais globalement, on a 6 champions qui ont conservé et 8 ceintures qui ont changé de main. Quand même 8 ceintures, ça fait beaucoup de nouveaux champions, de nouvelles rivalités qui vont se mettre en place et tout. Et je trouve ça plutôt pas mal. Vraiment, ça me plaît bien, moi, qu'il y ait autant de champions comme ça. Techniquement, si on rajoute le Cruiserweight, ça fait à la fois 9 nouveaux champions, même si le gars était déjà champion, mais maintenant il est le seul à avoir le titre. Enfin, mais du coup, en même temps, on peut aussi le mettre en conserve, parce que techniquement, il conserve sa partie de titre. Enfin, il est gênant ce titre Cruiserweight, mais voilà, si on l'enlève, ça fait 8 nouveaux champions et 6 champions qui sont restés. Donc voilà, on en a fini pour cette vidéo. Tout ce que j'ai à dire, c'est qu'en tout cas, ce WrestleMania là, dans sa globalité, était plutôt sympa. Et en tout cas, on a fini sur une très bonne note. La dernière soirée était vraiment pas mal. Et le dernier match était vraiment le meilleur, même l'un des meilleurs de la soirée, mais en même temps, de la semaine, mais en même temps le meilleur de la soirée, ça c'est clair. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé, à commenter vous si vous aurez préféré d'autres victoires ou choses. Hein. Voilà, comme vous voulez. En tout cas, moi j'ai adoré, surtout cette fin, c'était énorme. Donc voilà. Salut les Anacalypsiens, et on se retrouve dans un mois pour le nouveau pay-per-view de catch. Ciao.